Et Daniel va pouvoir faire de la cosmographie, ce qui est autre chose que la cosmologie. On fait un peu de grec sans le savoir. Daniel Pomarède, tu es de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. C'est toujours vrai. Tu es dans le fondamental, toi aussi. Au CEA. Et tu as commencé tes travaux en s'occupant plutôt de l'antimatière. Oui, tout à fait. C'était le sujet de ma thèse, c'est l'antimatière en cosmologie. Voilà. Alors là, je ne sais pas si ça reviendra dans la discussion, mais vous voyez, on risque de se retrouver très loin. En tout cas, ce dont tu vas nous parler et ce que tu travailles depuis maintenant une quinzaine d'années, 10-15 ans, c'est donc l'art de visualiser des données en 3D sur des données très très particulières qui sont un peu notre univers proche. Mais enfin, pas si petit que ça. Hein. Toi, tu raisonnes en combien de millions d'années ? On est typiquement dans les 500 millions d'années-lumière, 1 milliard d'années-lumière. Voilà. Donc c'est petit. Hein. On était parti jusqu'à 13,8. Là, on est chez nous, quoi. Tu nous parles de chez nous. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cosmographie ? Qu'est-on censé voir ? Qu'est-ce que c'est que tu vas nous faire découvrir ? Alors, la cosmographie, c'est une discipline qui cherche à faire deux choses. Donc, premièrement, c'est une cartographie du cosmos. C'est le sens étymologique du terme. On cherche à cartographier l'univers, et plus particulièrement l'univers local. Ça, c'est un besoin fondamental, je crois, de l'humanité. On veut cartographier les choses autour de nous. Surtout cet après-midi, parce que où sommes-nous et où allons-nous ? Alors là, on le ressent fortement. Et donc, cartographier les choses, nommer les choses, donner des noms aux choses, ça peut être utile pour communiquer entre nous, entre chercheurs. Quand on découvre une structure, elle a telle caractéristique, donc c'est bien d'avoir des noms. Donc ça, on s'intéresse à la position des galaxies. On cherche à comprendre quelle est la distribution de la matière dans l'univers proche, dans l'univers local. Et il y a une deuxième chose qui nous intéresse particulièrement, ce sont les vitesses des galaxies. À quelle vitesse se déplacent les galaxies ? Et ça, c'est pour une raison fondamentale. L'étude de la vitesse des corps célestes a toujours amené des choses très importantes dans l'histoire de la physique. Donc on en a mentionné plein cet après-midi. Il y a eu par exemple la révolution copernicienne qui est partie de la constatation du fait qu'il y avait les planètes qui semblaient reculer dans le ciel à certains moments. David Elbaz en a parlé. Il y a eu la révolution de Newton avec la chute de la pomme. On a évoqué cet après-midi la question ce qu'on appelle, un terme très savant, la précession du périhélie de Mercure, qui est le fait que l'orbite de Mercure n'est pas semblable à celle des autres. Et ça a été lié avec la naissance de la relativité générale. Et donc, en tant que cosmologiste, on est super motivé pour étudier les vitesses des galaxies, parce qu'on espère toujours qu'on va trouver quelque chose qui va pas marcher, qui va nous surprendre et qui va nous en apprendre plus sur la physique et sur l'univers. Donc c'est ça la cosmographie. Et en sous-jacent aussi, c'est la question de la vitesse de toutes les galaxies et aussi plus particulièrement de la nôtre. Donc il se trouve que notre galaxie se déplace à une vitesse phénoménale dans l'univers de 630 km par seconde. Alors ça, Daniel, j'aimerais bien que tu me dises, mais par rapport à quoi ? Alors, par rapport à ce dont on a parlé plus tôt cet après-midi, par rapport au fond diffus cosmologique. Donc, le fond diffus cosmologique, cette lumière, ces photons dont a parlé François Boucher aujourd'hui, ils constituent une sorte de référentiel absolu, puisqu'ils ont été émis partout de la même manière au moment du Big Bang. Donc, c'est un référentiel contre lequel on constate qu'on a ce mouvement de 2,3 millions de kilomètres par heure. Et alors, les explications de ce mouvement sont très simples, très logiques, très raisonnables. Ça serait la gravitation, les structures qui nous entourent, qui nous attirent. Mais on cherche quand même, on est curieux, on veut savoir comprendre l'entièreté de ce mouvement. Et donc la cosmographie s'inscrit dans cette histoire. Alors, tu nous as mis cette image depuis tout à l'heure. Mais alors, qu'est-ce que je suis censé voir ? Alors, ça, c'est une projection dans le ciel, une projection disons, de la position des galaxies sur la voûte céleste. Donc elle a cette forme ovale, de la même manière que dans les cartes que François Boucher nous ont présentées avec le fond diffus cosmologique. Donc là aussi, c'est comme toutes les cartes, c'est une façon de projeter les données. Exactement, oui.
Et sur cette carte, on représente la position de 150 000 galaxies jusqu'à des distances de 700 millions d'années-lumière. Et alors, vous voyez tout de suite, je vais vous expliquer qu'on a attribué des couleurs à chacun des marqueurs qui marquent la position des galaxies. Donc vous voyez cette échelle colorée là. Voilà, ici en bas à gauche de l'image. En fait, cette échelle de couleurs vous indique quelle est la vitesse de récession des galaxies. Alors cette vitesse de récession des galaxies, elle est héritée du Big Bang. Donc depuis les origines de l'univers, depuis le Big Bang, les galaxies ont acquis une vitesse les unes par rapport aux autres. Elles s'éloignent les unes par rapport aux autres à une vitesse qui est proportionnelle à leur distance. Et ce code couleur vous donne les vitesses correspondantes. Donc par exemple, là vous voyez un amas dense de galaxies. Il est environ ici à 1000 sur cette échelle, donc il s'éloigne à un peu plus de 1000 km par seconde de nous. Si vous allez regarder cette région ici qui correspond au superamas d'Hercule, vous aurez des vitesses de récession plus importantes. Donc le superamas d'Hercule s'éloigne de nous à plus de 8000 km par seconde. Pourquoi ça s'appelle récession ? Parce que la récession, il y a cette notion d'éloignement, ouais. C'est l'expansion de l'univers. Expansion. Oui. Mais pourquoi, quand même, je repose, pourquoi récession ? Récession par rapport à quoi ? C'est les unes par rapport aux autres. Toutes les galaxies s'éloignent les unes les autres à cette vitesse de récession. Oui. Comme ça, on a... Voilà. Terme historique. Oui. Qu'est-ce que tu dis, Marc ? C'est le premier terme dans le micro. Oui, historiquement, c'est le mot vitesse récession qui a été introduit au départ, donc on l'utilise encore. Qui c'est qui l'a introduit ? Ça remonte à il y a très longtemps. C'est Hubble ? Je pense que c'est Slipher, mais Resto Slipher. D'accord. Avant Hubble oui. Qui a constaté l'expansion et justement la façon dont les galaxies s'éloignaient les unes des autres, et plus elles étaient loin, plus ça allait vite, en gros. Exactement. Sauf que c'est pas exactement pareil partout. Oui. C'est bien ça ta carte. Oui, tout à fait. Oui. Donc celles qui sont loin, comme le superamas d'Hercule, s'éloignent plus vite que celles qui sont proches, comme cet amas qu'on voit ici. Alors là, sur cette carte, on voit 150 000 galaxies, et je voudrais faire le lien avec votre expérience personnelle. Vous, en tant qu'observateur, avec vos yeux, vous avez accès à seulement 4 de ces galaxies. On peut en voir seulement 4, il me semble. Enfin, moi, c'est mon expérience. Donc la première des galaxies que vous pouvez voir vous-même, c'est la Voie lactée. C'est la galaxie auquel on appartient. Quand il n'y a pas de pollution lumineuse, merci les édiles qui font attention. Oui. Et alors sur cette carte, elle apparaît de manière très particulière en fait. C'est cette région grisée que vous voyez ici qui coupe le cosmos en deux et que vous pouvez aussi poursuivre de ce côté-ci et de ce côté-là. Et ces régions grisées donc correspondent aux nuages de poussière qui occupent le plan principal de notre galaxie. Voilà. Et alors notre galaxie, donc on a parlé de trou noir aujourd'hui. Donc au centre de notre galaxie, il y a un trou noir dans la constellation du Sagittaire. Il se trouve ici, là, dans cette région particulièrement dense de la carte en termes de contenu en gaz, en poussière. Alors la deuxième galaxie que vous pouvez voir avec vos yeux, c'est la grande galaxie d'Andromède, qu'on appelle aussi M31. C'est la 31e galaxie du catalogue de Messier. Vous pouvez la voir en été, dans le ciel d'été, comme une tache laiteuse dans le ciel. Et si vous avez la chance de pouvoir l'observer vous-même, c'est absolument vertigineux parce que quand vous la regardez, vous observez des centaines de milliards d'étoiles d'un seul coup, avec toutes les questions, tous les vertiges que ça comprend. Est-ce qu'il y a d'autres terres, d'autres planètes, d'autres vies qui pourraient se trouver dans ces galaxies autour de ces étoiles? Ça sera le sujet de Francis tout à l'heure. Alors elle est oui, où, tout à fait. Elle est très très proche de nous. Elle est au taquet là, elle est à 0, et c'est un point noir qu'on voit ici là. Je vois pas du tout. Tu nous as éclairé. Là, on voit mon pointeur complètement à gauche, ici, là, à gauche de la carte. Ah oui, d'accord. Voilà, elle est par ici. Tout à fait à gauche. Mais peu importe. Hein. Et alors, il y a 2 autres galaxies que vous pouvez voir si vous avez la chance d'aller dans l'hémisphère sud. Ce sont le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan,
qui sont des petites galaxies naines qui sont en orbite circulaire autour de notre propre galaxie. Donc elles se trouvent, ce sont ces points qui sont ici très proches, donc en noir sur l'échelle de couleur. Donc ce sont des petites galaxies qui contiennent quelques 100 000 étoiles chacune. Excuse-moi, je peux poser une question. C'est uniquement les positions angulaires, il n'y a aucune distance dans cette carte. C'est une carte du ciel. Certes, ce sont les positions angulaires, mais tu as une indication de la distance quand même grâce à la vitesse de récession, puisqu'il y a cette loi de Hubble selon laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à la distance. Donc il suffit de diviser par une constante qui a été évoquée plus tôt dans l'après-midi, là, la constante de Hubble. Et en divisant par cette distance, on a en divisant par cette constante, on a une indication de la distance. Alors, sur cette carte, donc voilà, je vous ai indiqué 4 galaxies. Ce sont les 4 éléments de la cosmographie auxquels vous avez accès par vos yeux, par vos sens. On en a parlé plutôt du rôle de nos sens dans ce qu'on perçoit du cosmos. Alors, sur cette carte, vous voyez d'autres choses très intéressantes. Donc, j'en ai déjà parlé plus tôt, c'est cet amas de galaxies ici, c'est l'amas de galaxies dans la constellation de la Vierge. Il contient environ 2000 galaxies, c'est absolument phénoménal. Il occupe une surface dans le ciel qui est immense. Si vous vouliez faire passer le Soleil ou la Lune devant, c'est juste 1 degré. Donc là, vous voyez, sur cette échelle, on va de 0 à 360 degrés en longitude et de moins 90 à plus 90 en latitude. Et donc, le Soleil qui passerait devant ou la Lune ne parviendrait pas du tout à le cacher tellement il est immense. Il est immense, mais il est loin. Les galaxies n'envoient pas assez de lumière pour qu'on puisse le voir avec nos yeux. Mais c'est un de nos proches voisins. C'est un des éléments importants de la cosmographie de l'univers local. Alors ensuite, on voit d'autres amas de galaxies. Là, par exemple, il y a l'amas du Centaure. Alors, l'amas du Centaure, il joue un rôle très important puisqu'il se trouve dans la direction que nous indique le vecteur vitesse du mouvement de notre galaxie. Donc, notre galaxie, comme je le disais plus tôt, elle se déplace à 2,3 millions de kilomètres par heure dans l'univers et elle se dirige dans cette direction. Et cette direction, ça a un nom qui a été proposé à la fin des années 80. On l'appelle le grand attracteur. C'est la région du grand attracteur. Alors, ensuite, d'autres choses que cette carte révèle, c'est la structure de la toile cosmique. François Boucher a aussi appelé ça l'éponge cosmique. Donc c'est l'apparition de tous ces filaments. Vous pouvez voir un peu partout des filaments dans cette structure. Là, il y en a un qui est absolument magnifique. Donc, alors, par là, on est complètement à gauche là sur la carte. On est dans la direction de la constellation de Persée. Et ici, dans la constellation des Poissons, donc on l'a appelé le super amas de Persée-Poisson. Et en fait, c'est une chaîne d'amas de galaxies. Donc vous prenez Virgo, là, et vous avez leur équivalent, une chaîne de 5 ou 6 amas comme ça, comme un petit peu comme une chaîne de montagne. On a sur Terre, dans la géographie, la chaîne des Alpes, avec ses éléments constitutifs. Là, on a à peu près l'équivalent en 3 dimensions dans l'espace, avec une chaîne d'amas qui sont localisés le long d'un filament. Tu les appelles Virgo ou Hercule, hein, tu as bien dit, oui. Parce que c'est la direction dans laquelle on a pointé les observatoires ou les sondes parmi les constellations qui est une pure création humaine. C'est bien ça. Oui. On leur a attribué des noms, soit c'est les Grecs, soit c'est les Arabes, soit c'est nous qui avons créé ces figures, mais alors, qui sont parfaitement inventées. Oui, c'est ça. Donc là, il y en a plein comme ça. Il y a c'est donc l'amas dans la constellation de la Vierge. Juste derrière, enfin dans le prolongement, vous le voyez ici c'est les couleurs vertes. Il y a l'amas qui est dans la constellation de la chevelure de Bérénice. De l'autre côté, vous avez l'amas dans la constellation du Fourneau. Ici, vous avez un amas dans la constellation de la Règle, un Norma. Il y en a un qui a un nom très drôle qui est ici, c'est Antlia, qui est la machine pneumatique en fait. La constellation de la machine pneumatique, c'est pas très connu, donc c'est un nom qui a été donné comme ça au Moyen-Âge, je pense. Donc on donne plein de noms comme ça. Alors c'est une certaine limitation parce que vous pouvez avoir plusieurs structures dans la même constellation et ça peut amener à confusion. Et ça nous a incité à proposer des noms originaux justement pour les structures qu'on va être amené à découvrir. Donc là, je vous ai parlé de la vitesse de récession des galaxies qui apparaît avec les couleurs. Alors il n'y a pas que le Big Bang qui joue un rôle dans la vitesse des galaxies, il y a aussi la gravitation.
Donc, toutes ces galaxies s'attirent les unes les autres à cause de la gravitation. Et donc, pas seulement les galaxies, il y a aussi la matière noire sous-jacente qui joue un rôle donc gravitationnel et qui joue un rôle dans la formation de toutes ces structures. Et donc, en plus de la vitesse de récession héritée du Big Bang, les galaxies vont acquérir un mouvement particulier, une vitesse particulière, qui va être un indicateur pour nous des structures qui l'entourent. Et en étudiant ces vitesses particulières, alors je vais passer à la slide suivante. Voilà. Donc, dans notre projet, on a tout un programme expérimental qui vise à mesurer les vitesses particulières des galaxies. Alors, une des pièces centrales de notre programme expérimental, c'est ce radiotélescope. C'est le radiotélescope de Green Bank en Virginie occidentale. Donc, qui est une machine absolument extraordinaire. C'est le plus grand télescope du monde que vous pouvez pointer dans toutes les directions du ciel. Donc, il mesure 110 mètres de diamètre. Sa surface, c'est 9500 mètres carrés. Donc, vous pourriez y poser un terrain de football. Un terrain de football, c'est 7500 mètres carrés. Donc, c'est une machine absolument phénoménale. Et pour la petite histoire, qui a failli être éteinte, qui a failli être arrêtée il y a quelques années, puisque finalement, ces machines sont toutes, au bout d'un certain temps, remplacées par une machine encore mieux. Et c'était le cas pour ce télescope. Et heureusement, il y a eu le lobbying intense de Stephen Hawking et du projet Breakthrough Listen qu'il a supporté, donc, dont l'objectif est de rechercher des signaux d'intelligence extraterrestre dans les ondes radio. Et donc ce télescope est l'instrument idéal pour ceci, et il a été sauvé grâce à ça. Et donc une grande partie du temps d'observation de ce télescope est dédiée aux recherches de signaux d'intelligence extraterrestre. Il n'en demeure pas moins qu'il reste certains créneaux qui sont proposés pour le reste des questions cosmologiques. Et notre projet bénéficie d'un grand nombre d'heures d'observation. Là, ces jours-ci, il tourne souvent, il a des créneaux d'observation sur les galaxies. Et là, ça veut dire c'est pour raffiner sans arrêt la carte que oui, tu viens de nous montrer. Donc, là, je vais vous présenter des résultats qui datent de 2014, mais on a appris beaucoup de choses, on a envie d'en savoir plus, et on augmente nos catalogues de données pour en savoir encore davantage dans les années qui viennent. Alors, là, tu vas nous passer des vidéos maintenant, voilà. Je crois. Pas encore tout de suite. Alors, ce que nous ont appris l'étude de ces vitesses particulières, donc en 2014, on a fait une découverte. C'est qu'on a mis en évidence une structure dans le champ de vitesse, des galaxies. Alors, là, c'est une carte qui représente juste un plan dans l'univers. Donc, nous, on est au centre, là. La Voie lactée se trouve ici. Là, on a l'amas de la Vierge, l'amas de galaxies dans la constellation de la Vierge. Plus loin, l'amas de galaxies dans la constellation de la chevelure de Bérénice, dont j'ai parlé plus tôt avec la carte précédente. Par ici, on a l'amas du Centaure. Et ce qu'on a observé, donc, quand on a pu reconstruire le champ de vitesse qui correspondait aux mesures des vitesses des galaxies, on a observé cette structure où il semblait que notre univers local était divisé en régions et donc à l'intérieur d'une certaine enveloppe, les courants cosmiques, les flots de matière convergent sur un attracteur unique qui correspond à cette région qui avait été proposée dans les années 80 du grand attracteur dont j'ai parlé plus tôt. Nous, on est où là ? Alors c'est ce que j'ai indiqué ici, c'est au centre. On est positionné ici. D'accord. Alors sur cette carte aussi, vous pouvez voir cette région grisée. Donc c'est la région qui correspond à ce que cache notre galaxie, puisque notre galaxie est composée de centaines de milliards d'étoiles et de nuages de poussière et de gaz, et ça nous cache ce qui se trouve derrière elle. Mais nous, en fait, grâce à l'information qui est portée par la gravitation de toutes les galaxies, on est capable de reconstruire ce qui se cache à l'intérieur de cette zone d'obscuration. C'est pour ça que vous voyez des lignes de courant qui partent d'un côté, alors ça c'est le côté sud galactique, elles traversent la région d'obscuration et elles aboutissent dans la région du nord galactique. Et donc ce qu'on a vu, c'est que ce bassin d'attraction,
il nous séparait de d'autres régions de l'univers. Donc par exemple, le super amas de Persée-Poisson que je vous ai montré plus tôt semble avoir son propre bassin d'attraction bien séparé. L'amas de galaxies dans la constellation la chevelure de Bérénice a son propre bassin d'attraction. Et là encore plus loin, on a une concentration phénoménale, donc à très grande distance, avec 28 amas de galaxies. Ça s'appelle la concentration de Shapley, qui a aussi son propre bassin d'attraction. Alors, et cela, au-delà ou en deçà du constat, ça permet de dire quoi? Alors, donc, comme je vous expliquais plus tôt, on a deux grands enjeux. Premièrement, c'est la cartographie. Donc, c'est intéressant en tant que tel de cartographier l'univers, je pense. Ensuite, sur la taille des structures. Donc là, on observe une structure qui fait 500 millions d'années-lumière. Et ça, on peut se demander si c'est compatible avec le modèle standard de la cosmologie. Donc, c'est ce genre de questions auxquelles on veut répondre. Et c'est compatible ? C'est compatible avec le modèle. Alors, dans un des grands... donc, la question de cette table ronde, c'est que reste-t-il à découvrir ? Donc, en cosmographie, on est à la poursuite de quelque chose qui s'appelle en anglais « the end of greatness », la fin de la grandeur. Donc, on recherche, alors, en général dans tout l'univers, quelles sont les plus grandes structures qui peuvent exister, et voir si c'est compatible ou si c'est en tension avec le modèle standard de la cosmologie. On peut donc chercher cette fin de la grandeur dans notre univers local. Donc, c'est ce qu'on fait ici avec Laniakea. Je vous ai pas encore expliqué d'où venait ce nom. Je vais y revenir. Alors, ça, c'était donc le premier point abordé par la cosmologie, donc la cosmographie, c'est-à-dire la cartographie, l'étude de la distribution de la matière. Le deuxième point, c'est la question de la vitesse de notre propre galaxie. Cette fin de la grandeur aussi, elle se manifesterait par le fait qu'on voudrait découvrir la plus grande structure dont les courants cosmiques convergent sur un point qui est au repos par rapport au fond diffus cosmologique. Ça peut exister, ça ? C'est ce qu'on recherche. C'est ce qui nous reste à découvrir. C'est ce point qui serait au repos. Qui serait évidemment pas le centre de l'univers. Non, pas du tout, non. Oui, parce que on pourrait sauter le pas là. Oui. Donc nous, on est animé de cette vitesse phénoménale de 2,3 millions de km/h. Et où est-ce que ça nous mène ? Ça nous mène vers un point, quelque part, dans l'univers qui est au repos. On veut savoir où il est. Et c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça que le télescope de Green Bank accumule de nouvelles données. Est-ce que c'est le grand attracteur qui est au repos par rapport au fond diffus cosmologique, ou bien est-ce que c'est Shapley, avec ses 28 amas de galaxies, qui doit attirer tout ce qu'il doit y avoir autour de lui ? Et pourquoi tu penses qu'il devrait y avoir un point de ce genre ? Et parce que ça identifierait en fait la région d'influence, ça identifierait un volume en 3D dans lequel les courants cosmiques convergeraient sur un attracteur au repos. C'est ce à quoi c'est ce qu'on cherche dans notre discipline. Donc là, vous faites une hypothèse, et puis vous allez voir si ça marche. De toute façon, il me semble que ça ne mange pas de pain. Il doit y avoir des points au repos dans l'univers. Hein. Pourquoi pas ? C'est une vitesse comme une autre, c'est une vitesse nulle. Oui. Dominique, je peux poser une question ? Christophe Galfard a une question. Ces grands attracteurs, est-ce qu'on peut les caractériser ? On connaît leur nature, leur masse par exemple, le volume que ça représente. Est-ce qu'on sait si ce sont des galaxies, si c'est autre chose ? Est-ce qu'on sait ce que c'est ? Oui, alors il n'y a vraiment rien d'exotique dedans. Donc ça a été reconstruit donc avec un algorithme qui s'appelle un filtre de Wiener, qui utilise en entrée donc les vitesses de galaxies qu'on a mesurées, et également aussi comme contrainte ce qu'on appelle, ce sont les tailles que le modèle standard de la cosmologie accepte. Donc on a un spectre de taille de structure qui fait partie des contraintes de notre modèle. Et puis donc rien de particulier, il y a des structures. Alors tout est lié avec avec le modèle standard de la cosmologie. On comprend la formation des structures comme des petites fluctuations primordiales. Il y a eu des endroits où il y a eu des fluctuations positives. Donc il y a eu François Boucher appelait ça des grumeaux. Il y a eu des grumeaux qui sont des endroits surdenses. Il y a eu des vides qui sont des endroits sous-denses. Et ces grumeaux, il y en a de toutes les tailles. Et donc là, il y en a un particulièrement important. Il doit y avoir un grumeau de matière. Donc
à la fois de la matière noire et de la matière lumineuse avec les galaxies qui se trouvent dans cette région du Grand Attracteur. Et de fait, on a l'amas du Centaure. On a 4 amas qui se trouvent un petit peu plus loin de lui. Là, je ne connais plus leur nom précis. Ils ont des noms compliqués qui dépendent en fonction de leur catalogue NGC, etc. On a l'amas de Norma aussi qui doit contribuer, et il y a peut-être des choses aussi qui sont cachées dans la zone d'obscuration. Tu es satisfait de la réponse? Ça veut dire que c'est des amas de galaxies, alors, plein de galaxies. Mais peut-être que tu voudrais qu'on évoque des hypothèses plus exotiques. Alors il y avait eu des cordes cosmiques qui avaient été évoquées, des choses comme ça dans les années 80. Mais nous, on est vraiment dans quelque chose de très raisonnable. C'est la gravitation. Et le modèle standard de la cosmologie. David Elbaz. Je voudrais juste préciser une chose pour c'est que là on voit des échelles qui sont plus grandes que la plus grande échelle à laquelle une structure cosmique est liée par la gravité. Et donc, et tu me corriges si je me trompe, non, absolument, ces écoulements que vous voyez, ce ne sont pas les vitesses des galaxies qui s'écoulent et qui vont tomber dans ce point et qui vont former une nouvelle structure. Le futur de ça, c'est de se détruire. La réalité, c'est que ces zones-là sont tellement grandes qu'elles suivent l'expansion de l'univers qui est accélérée et elles sont en train de se disloquer. Voilà, donc c'est pour ça qu'on représente sur cette échelle, vous avez la vitesse à laquelle ces structures sont en expansion, sont en récession les unes par rapport aux autres. Donc juste pour préciser, pour préciser que le mouvement que vous voyez là, c'est un mouvement additionnel quand une galaxie se déplace à 8000 km par seconde à laquelle elle s'éloigne d'une autre. Eh bien, s'il n'y avait pas de gravité, elle s'éloignerait à 8500 ou 8150 km par seconde. Puis au lieu de ça, elle s'éloigne un peu moins vite du fait qu'il y a une résistance par la gravité. Mais il ne faut pas penser qu'on est en train de voir là la plus grande structure de l'univers liée, parce que ça serait incompatible totalement avec tout ce qu'on connaît de l'univers. Est-ce qu'on pourrait faire la comparaison avec un gâteau qu'on ferait gonfler, donc, et puis les grains de raisin, quand même, il y en aurait qui bougeraient à l'intérieur. Un peu ça? J'adore les gâteaux, mais je sais pas si c'est j'aime pas les raisins. Non, c'est parce que classiquement on utilise cet exemple-là pour montrer l'expansion. Là, c'est un peu différent parce que c'est un degré de subtilité qui est ajouté ici, qui l'explique bien la fait. Oui. Mais c'est un degré de subtilité. Je voulais juste préciser ça parce que c'est pas toujours évident pour les gens de savoir que c'est un mouvement relatif par rapport à quelque chose qui est en train de se disloquer. Disons que si on avait le pouvoir avec une télécommande d'arrêter l'expansion de l'univers, c'est ce qu'on observerait. Voilà. Et pour reprendre ce que disait David, donc si vous voulez savoir quelle est la plus grande structure à laquelle on appartient, qui est en effondrement sur elle-même, elle est toute petite en fait cette structure. C'est ce qu'on appelle le groupe local de galaxies. Et donc c'est simplement la Voie lactée avec ces galaxies naines qui orbitent autour, plus la galaxie d'Andromède et son propre cortège de galaxies satellites qui orbitent autour. C'est ces deux ensemble qui constituent un système qui va s'effondrer sur lui-même, qui va former une galaxie elliptique supergéante dans 3 milliards d'années. Et au-delà de ça, il y a l'expansion l'emporte et tout explose, disons. Alors il faut que il est 6h moins 25 et on apprend que tout explose. Alors, il faut quand même que je raconte l'histoire du nom. L'histoire du nom, et puis moi, je veux ma vidéo. Ok, on y arrive. Donc, cette étude, elle a été acceptée dans Nature. Elle a fait la couverture de Nature dans le premier numéro de septembre 2014. Et dans cet article, donc, on a proposé de donner un nom à cette structure qu'on avait découvert. Et comme notre co-auteur senior, c'est un astrophysicien de 75 ans, Brent Tully, à l'université d'Hawaï. Donc, il a proposé qu'on rende hommage à la culture polynésienne et hawaïenne. Alors donc les Hawaïens qui étaient de grands astronomes et de grands navigateurs. Donc, en utilisant la position des étoiles et en utilisant aussi les informations apportées par les courants océaniques. Comme nous, on le fait avec les courants cosmiques. Les courants cosmiques nous apportent des informations sur les structures sous-jacentes. Donc on s'est dit qu'on allait donner un nom parce qu'effectivement, les navigateurs polynésiens avaient des capacités absolument extraordinaires. Donc les choses se passaient pour eux sur un triangle de 3000 km, 5000 km de côté,
entre les îles d'Hawaï, l'île de Pâques et les Samoa. Et ils étaient capables de naviguer suivant les côtés de ce triangle et de tomber pile sur un voyage entre les Samoa et les îles d'Hawaï, grâce donc aux étoiles, grâce à la navigation, grâce à la connaissance du cosmos. Donc Brent est allé voir un linguiste de l'université d'Hawaï. Il nous a proposé ce nom, Laniakea, donc qui est la contraction de deux termes hawaïens, de Lani, le ciel, et Akea, qui veut dire immense. Donc Laniakea, c'est le ciel immense. Alors depuis, il y a eu d'autres superamas qui ont été découverts, et notre système a fait florès. Il y a eu un amas qui a été découvert par une équipe indienne, et ils lui ont donné le nom de Saraswati, le superamas Saraswati, qui fait à peu près la même taille que Laniakea, et qui rend hommage donc à une divinité indienne, divinité des arts, de la connaissance, de la musique, et qui est Saraswati, qui est aussi le nom d'une rivière dans la cartographie de l'Inde. Et très récemment, il y a un mois, il y a un superamas qui a été découvert aussi, auquel on a donné un nom grec, Hyperion. Il est particulièrement important. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a fait suite à cette découverte. Ah, ça marche pas. Ah, voilà. Et là, il faut que j'appuie encore une fois pour lancer la vidéo. Voilà. Donc, je vous ai montré... On dirait vraiment un cœur ou des artères. Ça devient biologique, ton cosmos. Merci. Et donc, alors ça, c'est vraiment le cœur de ce que je fais, moi, dans notre collaboration, c'est la visualisation en 3 dimensions. Donc, dans la carte précédente, je vous montrais juste un plan qui correspondait à ce plan où il y a la main de la Vierge et la main du Centaure. Bon, et là, maintenant, donc, on regarde des choses en 3D. Et donc là, vous voyez cette enveloppe de la structure en 3D de cette enveloppe de Laniakea. Et ce qu'on a fait depuis, donc, on a cet article qui est sorti en 2017 sur notre reconstruction de la toile cosmique en 3 dimensions. Donc, ce sont ces filaments que vous voyez. Donc, François Boucher appelait ça l'éponge cosmique. C'est aussi, c'est ce que vous voyez ici. Donc, on a une structure en 3 dimensions, une toile en 3 dimensions, avec ce qu'on appelle des nœuds. Donc, c'est des filaments qui convergent sur les nœuds. Donc là, au centre, vous avez le... Alors, je vais reculer. Je vais la relancer. Voilà. Vous avez donc ici, vous avez ce nœud qui correspond au grand attracteur, sur lequel convergent des filaments. On va attendre un point de vue plus intéressant. Là, vous avez le nœud de Persée-Poisson, et vous avez comme ça les nœuds qui sont reliés entre eux par des filaments. Et alors, entre le grand attracteur et Persée-Poisson, on a cartographié 3 filaments qui connectent ces 2 nœuds, et qui donc coupent à un certain point l'enveloppe de Laniakea. Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe ? Donc c'est le volume à l'intérieur duquel les courants cosmiques convergent sur le grand attracteur, et c'est ça véritablement la définition en 3D de Laniakea. Et donc ça, c'est une décision de votre part. C'est exactement, c'est une analogie très intéressante. Quand vous prenez un territoire que vous souhaitez le cartographier, il y a une territorialisation naturelle qui apparaît, qui est celle des bassins versants hydrographiques. Donc, en France, on a 4 grands bassins versants hydrographiques qui correspondent aux 4 grands fleuves. Et comme ça, on peut essentiellement diviser le territoire de la France en 4 grandes régions. Bon, après, il y a des fleuves, des petites rivières qui peuvent aller à l'océan directement et qui compliquent un peu les choses. Et ainsi, si vous prenez l'autoroute entre Paris et Lyon, il y a un moment, vous avez un panneau, vous franchissez la ligne de partage des eaux entre le bassin méditerranéen et le bassin de la Seine. Il y a quand même quelque chose qui m'inquiète, qui m'intrigue entre ce qu'a dit David et ce que tu nous montres. Là, tout converge, alors qu'on sait que ça ne converge pas. Ça explose. Voilà. Et alors, donc, c'est quoi ces petites flèches qui convergent ? Alors ça, j'en ai pas encore parlé, c'est une reconstruction de courants cosmiques très locaux, et dans lesquels on a filtré les influences à grande distance. Donc, alors d'une part, on a enlevé l'expansion de l'univers pour comprendre vraiment ce que nous disait la gravitation, et on a enlevé si on n'enlevait pas ces grandes influences, on aurait tout qui convergerait sur le grand attracteur ou sur Chapley ici. Mais on avait envie de voir ce qui se passait au niveau de ces nœuds
de la toile cosmique. Alors, d'où est-ce que ça vient, ces nœuds de la toile cosmique et ces filaments là qu'on voit en gris? Alors ça vient d'une analyse. Alors ça va être un peu technique. Hein. Ça va être une analyse des... Bon, on s'accroche, hein. C'est une minute. C'est une analyse des propriétés très locales du champ de vitesse. Alors, si vous vous placez à un point dans l'univers, donc par exemple ici, on va se placer dans ce nœud ici. Alors, il se passe que vous pouvez trouver une configuration du champ de vitesse qui va vous indiquer un effondrement suivant 3 directions perpendiculaires. Donc vous placez vos doigts comme ça, perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Et l'analyse du champ de vitesse nous dit qu'il y a les choses s'effondrent suivant 3 directions perpendiculaires. Et ce sont ces régions que j'ai entourées par ces blobs rouges. Par quel est le terme qu'on utilisait? Des grumeaux. Des grumeaux qui sont dans des nuances de rouge. Donc il y a plusieurs nuances de rouge parce que la compression est plus ou moins forte. On a des vecteurs de vitesse. Là, je vous montre 3 doigts comme ça, mais ça peut être plus ou moins fort ce qui se passe. Et ce que vous avez dans les filaments, c'est autre chose. C'est que vous reprenez cette fois vos 3 doigts perpendiculaires. En fait, les choses s'effondrent suivant seulement 2 directions indiquées par 2 de mes doigts perpendiculaires, mais il y a dilatation suivant la 3e. Et donc, le filament s'effondre sur lui-même, mais dans la 3e direction, il se dirige vers les nœuds. Là, c'est la gravitation toujours qui fait ça. Et là, vous constatez que dans cette structure, donc qui fait 1 milliard d'années-lumière, il y a des régions vides. Ce sont donc les vides cosmiques. Et là, si vous pouviez y aller et mesurer le champ de vitesse, pareil, vous mettriez vos 3 doigts comme ça et vous verriez qu'il y aurait une dilatation du champ de vitesse suivant les 3 directions perpendiculaires. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Ah non, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah non, c'est plus possible. C'est Stephen Hawking. Quand même. Bon, allez, je cède, mais... Attention, Francis. Francis, tu nous feras tout en 10 minutes? Parce que, et Jacques ne pourra nous parler qu'à 18h. Donc on fera du 18h, 18h15. Vous tenez ou vous tenez pas? Mais là, ça va être vraiment spectaculaire ce que je vais vous montrer. Ah ben voilà. Non, mais... Bon, je cède. Donc dans cette conférence... On parle beaucoup de Stephen Hawking. C'est vraiment dommage qu'il soit parti. Et quand on est un chercheur, je pense qu'il y a peu d'entre nous qui ont eu la chance de le rencontrer. Et moi, j'aurais vraiment voulu parler avec lui. J'ai pas eu cette chance. Et j'aurais voulu lui demander ce qu'il en pensait de la cosmographie et de ce qu'on observait. Et donc, au moment de sa mort, j'ai fouillé et je suis tombé sur quelque chose qu'il avait fait. Donc, il a produit une série documentaire en 2016 qui s'appelle Genius, où il se propose de faire travailler une équipe de gens tout à fait ordinaires et de leur faire essayer de comprendre le cosmos. Donc il y a 6 épisodes, et il y a un de ces épisodes qui s'appelle « Where are we ?» Où sommes-nous dans l'univers? Donc c'est une série qui s'appelle Genius, vous pouvez la trouver en DVD sur Internet. Et j'ai trouvé la séquence où il explique la cosmographie. Voilà. Il vous explique en 3 minutes tout ce que je viens de vous expliquer, tout ce qu'on a découvert. Alors, on va entendre donc la voix de Stephen Hawking, et j'ai mis, donc c'est en anglais, et j'ai mis des sous-titres dessous. Ah, on est reparti dans l'autre sens. And now, back on Earth, we return to our first question. Where are we? We have learned that our planet is a little sphere orbiting a star. In a modest neighborhood called the solar system. We are surrounded by a local group of a few dozen stars, up to 50 light years distant. And we all occupy one little part of a spinning arm, in a medium-sized galaxy known as the Milky Way. Along with more than 50 others, we form a local group of galaxies, 10 million light years across. And together, we inhabit one corner of a vast collection of galaxies, known as the Laniakea supercluster. It's like a huge galactic city,
filled with hundreds of thousands of galaxies similar to our own. Grouped with many more millions of clusters, they form gigantic arms which stretch through the cosmos. The largest structures known to humanity. And this is just one small corner of the observable universe, which is billions of light years side to side. Even though the distances are unimaginable, the fact that most people can understand such a universe does exist is a remarkable feat of the human mind. So now I hope you are beginning to realize that with a little bit of thinking, you have the genius to figure out where we are. Merci beaucoup Daniel de nous avoir extrait cela.